Il prépare en ce moment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce seront ses 6e Jeux Olympiques. Il le fait pour la performance, pour gagner, mais pas seulement. Il vise aussi à changer les regards. Spécialiste du saut en longueur, Arnaud Assoumani est né avec un seul bras. L'athlète paralympique âgé de 37 ans s'est longuement confié à l'une de nos équipes. Un entretien clair-obscur réalisé par Karine Henry, Guillaume Gouet et Christophe Arnois. Enfant, il en jouait. Il racontait des histoires pour expliquer ça, qu'il avait été au zoo et qu'un crocodile l'avait mangé. Adolescent, il en souffrait. Les moqueries, les mauvais regards et la mise à l'écart. Arnaud Assoumani n'a pas d'avant-bras gauche, une différence qu'il porte depuis la naissance. Lui parle d'une petite particularité, pas de handicap. Mère française, père comorien, des parents encourageants. Leur fils veut faire de l'athlétisme, du saut en longueur. Il le laisse rêver. C'est sûr, il ira loin. À 22 ans, il remporte l'or aux Jeux paralympiques de Pékin. Suivront des titres, des médailles, des records et l'envie de conquérir Paris en 2024. Au bout de la piste, Arnaud Assoumani s'était lancé. Est-ce que j'ai trouvé mon équilibre? Je pense que l'équilibre, comme tout le monde, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, est assez fluctuant, comme le flux et reflux des vagues. Je pense être à un moment dans ma vie où je me sens plutôt bien. Est-ce qu'on peut dire que votre vie a basculé à la naissance? Non, je pense pas que ma vie ait basculé à la naissance. Je suis né avec différents, comme chacun et chacune naît différent. C'est juste que cette différence-là, ou ces différences-là, puisqu'au final, on les appelle handicap. Et donc, certaines différences vont être plus ou moins montrées du doigt, ou quand bien même on ne montre pas du doigt, vous allez ressentir que vous n'êtes pas exactement comme la moyenne des gens. Vous avez un parcours incroyable, ça commence, on peut le dire, à 2 ans. Vous êtes un bébé nageur. Et à 5 ans, donc, vous regardez à la télévision les championnats du monde de Tokyo, c'était en 1991. C'est complètement irrationnel, je regarde de l'athlétisme à la télé, je vois pour la première fois du saut en longueur, c'est le concours Mike Powell contre Carl Lewis. 91 et je suis subjugué par l'esthétisme et la grâce et une espèce de danse sur le saut. J'ai l'impression que les athlètes volent et donc j'ai envie moi aussi de voler, quoi. C'est aussi simple que ça. Et donc je me suis retourné vers mon père, je lui ai dit plus tard j'aimerais faire les Jeux Olympiques. À ce moment-là, j'ai aucune idée de la manière dont il réagit. J'apprends plus tard, bien plus tard. Il est parti dans la cuisine pour pleurer. Pour quelqu'un qui est naturellement optimiste, il devait se dire ouais, au final ça va pas être possible, quoi. Malgré le fait qu'il peut rêver à être aux Jeux Olympiques, il peut rêver à peut-être faire d'autres choses. En fait, ça va être compliqué parce que il est métis et en plus il lui manque un bras. Vous avez connu donc à plus tard cette sensation de voler, ça fait quoi? Cette sensation de voler, au final, je ne sais pas si je vole vraiment, mais on sent réellement quand on quitte la terre et on arrive à s'en extraire pendant quelques secondes. Au final, c'est vraiment très peu de temps. C'est grisant, on a les sensations de vitesse sur la peau, même on entend le vent dans nos oreilles, on a un côté, la sensation de légèreté et de vraiment être dans un autre élément pendant très peu de temps, juste par, on va dire, la vitesse et la force de notre corps, quoi. On s'y sent bien? Ouais, on s'y sent bien, on a envie que ça dure plus longtemps. Vous allez remporter 2 titres mondiaux, 5 médailles paralympiques. Ça commence par une en bronze à Athènes en 2004 et ça va continuer. Et si je vous dis dossard 1457? Ça doit être mon dossard à Pékin en 2008. Lorsque je gagne sur le 2e essai et que je bats le record du monde à ce moment-là. Et c'est un super souvenir. Il y a 90 000 spectateurs dans le nid d'oiseau, c'était vraiment impressionnant. Jamais eu autant de monde dans une compétition. Et quand on a autant de monde, alors il n'y a peut-être pas les 90 000 spectateurs qui faisaient la claque, mais quand on a des dizaines de milliers de personnes qui font une claque en même temps, ça donne vraiment les frissons. Il y a 90 000 spectateurs dans le nid d'oiseau, c'était vraiment impressionnant. Jamais eu autant de monde dans une compétition. Vous allez faire un saut de 7,23 m. Donc c'est le record du monde à l'époque.
Pour moi, je rentre pas du tout dans la légende, donc non, c'est juste, enfin, c'est hyper gratifiant. En fait, il y a vraiment un mélange d'émotions. Il y a autant on est hyper content et en même temps, je me disais, bah, personne l'a vu en France, quoi, parce qu'il n'y avait pas de direct. Tout était en rediffusion, un résumé, le sport en résumé. Et le sport, ça se vit en direct. Les émotions sur ce genre d'événement, ça se vit en direct. Donc, d'un côté, on est hyper fiers, hyper contents. Je fais résonner la Marseillaise dans le nid d'oiseau, c'est hyper touchant. Il y avait le ministre des Sports qui était présent ce jour-là. Je me souviens même, je le remercie, alors qu'au final, je n'ai pas à le remercier, quoi. Je me dis, un athlète olympique, il ne va jamais remercier, oh, merci d'être là. Non, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que même à ce moment-là, je suis dans une posture où je sens que c'est presque anormal qu'un ministre soit là, quoi, parce qu'on est tellement loin du compte et moi, j'avais l'impression qu'on faisait des jeux bis, quoi. C'était, effectivement, nous, on vivait les jeux, c'était les jeux, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, sur ce qui pouvait être renvoyé en France, bah, c'était pas vraiment ça, quoi. On était encore assez loin du compte. Pour Paris 2024, il y aura un logo. C'est nouveau? C'est la première fois dans l'histoire, c'est un logo unique, parce qu'il y a deux logos, les anneaux pour les Jeux Olympiques et puis les agitos pour les Jeux Paralympiques. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu jusqu'à maintenant un seul et unique logo, quoi. Comme pour moi, ça me paraît totalement aberrant, ça me semble complètement anormal qu'on ait toujours des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Les femmes étaient interdites de participer aux Jeux Olympiques en 1896. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou. Bah, moi, ça me paraît aujourd'hui complètement fou de dire qu'on est toujours des Jeux Paralympiques, c'est toujours dissocié, il y a toujours 2 semaines entre les deux, il y a toujours une flamme qui s'allume et qui s'éteint et qui se rallume à la cérémonie d'ouverture pour les Jeux Paralympiques. Donc on est assez loin du compte parce qu'on ne crée pas 2 sociétés pour les personnes qui ont une différence bien marquée et qui représentent plus de 15% de la population mondiale. Pour moi, ça ne fait aucun sens d'avoir cette dissociation, d'autant plus que nous, les athlètes sur le terrain, il y a zéro différence, quoi. Il y a un grand respect, il y a un respect mutuel, parce qu'on sait ce que c'est. Vous pensez que c'est le regard des autres qui peut faire le plus mal? Le regard des autres peut faire mal. Est-ce que c'est ce qui fait le plus mal? Non, je pense pas. Je pense que ce qui fait le plus mal, c'est souvent on dit le silence est le plus grand des mépris. Je pense que l'inexistence ou le fait de ne pas exister fait plus mal. On serait presque dépossédé de qui on est. Vous êtes une voix justement qui appelle à l'humanisation du handicap. Vous êtes très engagé. La réalité, c'est que les personnes en situation de handicap sont discriminées. J'en ai été victime aussi lorsque j'étais au collège. Comment ? Ça s'exprimait comment ? Ça s'exprimait par des moqueries, ça s'exprimait par des affaires qui étaient jetées à la poubelle, par des insultes, par voilà, une espèce de marginalisation en tout cas. Enfin, j'étais mis de côté. Donc c'était hyper violent et surtout on ne comprend pas en fait. Surtout qu'on est plutôt gentil et que j'avais pas les armes entre guillemets pour me défendre. D'avoir des médailles ou plusieurs fois des médailles ou des records, bah, ça vous permet comme ça de passer des messages, d'échanger. Et pour moi, ça c'est un privilège au final. Et donc il faut utiliser cette voie avec se rendre compte que c'est précieux. Vous avez lancé des concours pour dessiner vos prothèses de compétition. Donc ça a été le cas pour Londres en 2012, ça l'est aussi pour Paris 2024. Pourquoi ces concours ? Ce bras que je porte, qui est un projet qui s'appelle Bras d'or, bras d'art, c'est un projet qui est là pour aussi questionner le rapport au corps et à la différence. Et qu'est-ce que vous pensez lorsque vous me voyez avec ? Qu'est-ce que vous me pensez si j'enlève la prothèse et vous me voyez sans? Qu'est-ce que vous pensez si j'en mets une autre et celle de compétition que je vais sauter et que vous allez me voir performer, faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire? Et je trouve que questionner ces réactions, ces émotions et ces ressentis-là, c'est sain, mais en plus ça permet justement de se dire « Ah oui, au final, effectivement, comment je vis la différence de l'autre ou des autres ?» Mais la norme n'existe pas. Tout ça, c'est simplement, il y a une moyenne dans laquelle on peut se retrouver, mais la norme n'existe pas. Donc accueillir la différence, accueillir l'autre, et pour moi c'est dans l'altérité qu'on peut réellement se construire et être dans une société plus respectueuse de l'autre et même de soi-même. Et ça nous pousse à être curieux, ça pousse forcément à prendre un peu de temps à se poser des questions de qui on est, et derrière on s'intéresse aussi aux autres.